Salut la bande de nazes. Alors vous êtes toujours sur la chaîne du geek? Vous êtes en train de mater son PC gamer, mais il a pas compris, le geek il aura jamais de carte graphique. Que dalle, nada, rien du tout. Alors il peut retourner jouer sur sa petite Xbox Series X ou sa petite PS5. Seuls les vrais pros du gaming ont le droit à avoir une carte graphique RTX, c'est-à-dire 0,1% de la population mondiale. Et encore, je suis généreux. Les autres, vous avez qu'à jouer sur des cartes AMD. Ah, il n'y en a pas non plus. Dommage pour vous. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette actu du geek, comme d'habitude, du moins je l'espère, on va traiter de plein de sujets intéressants. On va parler de PS5 et en particulier de son système Kraken, et j'ai des infos assez intéressantes, des infos stratégiques et techniques. On va un peu parler aussi de Xbox Series X et S, le système de compression qu'ils ont en face, du Kraken en l'occurrence de Sony. On va parler aussi du Super Fidelity de AMD, c'est assez intéressant, on a des news par rapport au DLSS de Nvidia. Je vais parler aussi de montage PC et de technique un petit peu de montage de PC. Par exemple, la pâte thermique, je vais parler de la disposition de la pâte thermique. J'ai vu diverses méthodes, mais je pense qu'elles sont toutes inutiles et je vais m'en expliquer pourquoi. Je vais également parler de problèmes de mémoire. Et oui, car j'ai monté mon PC sur mon Asus TUF Gaming Plus B550, je vous rappelle, et j'ai des problèmes de mémoire. Et donc, ça va me faire découler sur ma dernière vidéo où j'ai dit que finalement, ce n'était pas si simple que ça. Et pas mal de monde m'a repris en disant si, c'est quand même plus simple qu'avant, ce qui est exact. Mais tout de même, on va discuter ensemble. Alors, on va tout de suite parler de PS5 et de son système Kraken. Vous savez, Marc Cerny a intégré le système Kraken dans sa PS5. Et donc, il en est assez fier. Et il a raison de l'être, car visiblement, c'est un système de compression très efficace. La preuve, on a eu des news comme quoi ce serait 60% plus efficace sur certains jeux que la PS4 en termes de compression, de place disque, et 40% d'efficacité en plus par rapport à la Xbox Series X ou S, c'est-à-dire beaucoup moins de place prise sur le disque. Alors sur ça, je vais mettre un bémol, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est vrai, ça prend beaucoup moins de place, mais attendons quand même le système de compression de Microsoft qui apparemment, pour l'instant, n'est pas mis en place. J'en parlerai après. Mais d'où vient ce système de compression? Eh bien, ce n'est pas un système de compression Sony, ce n'est pas Made in Sony, non, c'est Rad Game Tools qui a créé ce système de compression, une entreprise américaine, si je ne me trompe pas. Donc, ils ont différents outils, dont Odell comportant 4 systèmes de compression différents. Ce qui est assez intéressant, c'est que Rad Game Tools s'est fait racheter par qui? Par Epic Games en janvier de cette année. Et oui, Epic Games, vous savez, Unreal Engine 5 en l'occurrence qui va arriver, et 4 avant, eh bien ils ont racheté ce système de compression parce qu'ils ne font pas que ça comme outil, ils font d'autres outils qui intéressent Epic Games. Et qu'est-ce qui est intéressant également? Eh bien rappelez-vous, Epic Games a fait un appel de fonds de 1 milliard de dollars, 1 milliard de dollars, et oui, d'investissement, et un certain Sony a mis 200 millions de dollars dans la balance. Grosso modo, ils ont investi massivement dans Epic Games. Je vous rappelle, la nouvelle version de Unreal, la démo est sortie sur quelle plateforme? La PS5. Donc on voit quand même qu'il y a un certain rapprochement entre Sony et Epic. Et donc, Kraken rentre dans cette logique. Sauf qu'il y a différents modèles de compression chez Rad Game Tools qui sont assez intéressants de détailler. Il y a donc le Kraken que vous connaissez, il y a le Leviathan, il y a le Meraid et il y a le Selkie. Ils sont tous un peu différents. Ainsi, si on compare ces 4 systèmes, du côté du taux de compression, et oui, parce que c'est aussi ça qui est important, c'est le taux de compression, c'est justement la place disque que va prendre en l'occurrence le jeu, on voit que Kraken par rapport à un zip classique, c'est un taux de compression de 3 par rapport à 2.2. Donc on voit qu'il y a une meilleure compression quand même avec le Kraken par rapport ne serait-ce qu'à un zip. Mais il y a mieux, et oui, il y a mieux. Léviathan, leur système Léviathan, Odell Léviathan, c'est 4 par rapport à 2.2, c'est-à-dire que c'est encore plus fort que Kraken. Meraid, leur troisième système, est à 2.5 par rapport à 2.2 avec un zip. Je parle bien entendu si on compressait le même style de fichier. Par exemple, avec un zip, on compresserait 1 giga, on aurait un rapport de 2.2, c'est-à-dire on aurait compressé de 2.2 fois. Et bien, avec Meraid, on aurait compressé de 2.5. Avec Léviathan, de 4 fois. Avec Kraken, de 3 fois. Et le dernier, Selkie, c'est 2.1, c'est-à-dire que c'est un peu moins bon même qu'un point zip classique. Mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que de l'autre côté, il y a le taux de transfert. Et oui, c'est-à-dire la décompression, la vitesse de décompression, c'est quand même ce qui nous intéresse pour récupérer en particulier le jeu, pour accélérer tout le transfert du jeu en mémoire GPU en l'occurrence.
Et là, le système Kraken, il bombarde parce que c'est 4 fois en termes de vitesse par rapport à un zip classique. Ça veut dire que ça va 4 fois plus vite qu'un zip classique, ce qui est juste monstrueux. Léviathan, par contre, lui, c'est que 2,2 fois. C'est-à-dire qu'il a une compression beaucoup plus forte, mais bien entendu, ça se paye quelque part. C'est-à-dire que par rapport à un zip, c'est plus rapide, mais c'est plus lent que Kraken. Mais attention, Mered, c'est 7 fois plus rapide qu'un zip classique. 7 fois plus rapide en termes de décompression. Et alors, le must du must, bien entendu, c'est Selkie, c'est 12 fois plus rapide. Eh ben oui, un taux de compression un peu moins bon, même qu'un zip, puisque 2.1 par rapport à 2.2 pour un zip, mais on peut aller jusqu'à 12 fois plus vite, c'est-à-dire 3 fois plus vite que le Kraken classique. Alors, il y a quand même une petite différence là-dedans, il ne faut pas oublier quand même que Cerny, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un coprocesseur dédié spécial Kraken. Ça veut dire que c'est du hardware et non pas du soft. Parce que ce que je vous parle là, c'est du soft. C'est-à-dire si on embarquait le système soft Hodl, c'est-à-dire que par exemple la Xbox Series X pourrait très bien, ou S pourrait très bien embarquer le Kraken, il n'y a aucun problème avec ça. Ils achètent à Xbox les licences et ils l'intègrent tout simplement, ils pourraient le faire. Sauf que dans la PS5, c'est en hardware et comme on le sait, le hardware est quand même beaucoup plus efficace que le soft. Un coprocesseur dédié Kraken, bien entendu, ce sera toujours plus efficace. C'est pour ça qu'on atteint des sommets en termes de vitesse de décompression, d'ailleurs sur la PS5. Alors côté Xbox Series X, qu'est-ce qu'on a en l'occurrence? Eh bien, on a quelque chose qui s'appelle le BC Pack. Donc c'est assez obscur, entre guillemets, parce qu'on n'a pas trop de détails, sinon qu'il y a différents systèmes de compression qui s'appellent BC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. etc. Alors, comme le Kraken, il faut préciser, le BC Pack, il n'y a aucune perte de données. Et oui, parce qu'on peut faire de la compression aussi avec perte de données. Par exemple, la norme MP3 que vous connaissez, c'est de la compression, mais avec perte de données, c'est-à-dire que sous un certain seuil, tout est enlevé et ça permet ainsi de gagner beaucoup en place, c'est le norme MP3. Donc ça c'est de la compression avec perte de données. Et là en l'occurrence le Kraken, aussi bien le Kraken que le BC Pack, eh bien il n'y a aucune perte de données, c'est-à-dire qu'on restitue l'intégralité de ce qu'on a compressé, ce qui est important parce que si on perd un petit peu en texture, ça pourrait être gênant. Voir si on perd par exemple une partie du programme. Alors je précise quand même que l'essentiel de la compression s'effectue sur les textures, s'effectue sur les images. Le son lui-même est déjà compressé, et bah oui, on l'a bien vu, hein, le MP3 par exemple, on ne met pas du wave dans les jeux en l'occurrence, c'est plutôt du son compressé. Et le programme en lui-même est optimisé et bien entendu compressé, c'est-à-dire qu'il est optimisé au maximum, donc théoriquement on gagne peu sur les programmes, en l'occurrence sur le cœur du programme des jeux vidéo. Alors pour le BC Pack, je ne peux pas trop dire, il y a des bruits qui courent comme quoi effectivement par rapport au LZ, c'est un système de compression ultra efficace, bien plus efficace que le Zip. Kraken est d'ailleurs à peu près à égalité avec le LZ, eh bien le BC Pack pourrait aller de 5% à 15% en plus de compression, c'est-à-dire qu'en taux de compression, il serait encore un petit peu meilleur que le LZ, donc il serait l'équivalent du Kraken. En termes de vitesse, ça par contre, je ne peux pas vous le dire. En tout cas, c'est comme ça que ça a été présenté à un moment donné par Xbox. Nous verrons lorsque ce sera utilisé parce que le problème, c'est qu'effectivement, il faut que le développeur utilise le BC Pack, utilise la gestion de textures compressées. Passons aux super résolutions Fidelity de AMD, vous savez, ce qui va permettre de concurrencer le DLSS de Nvidia. Alors, comment ça marche? On a eu un brevet où il y a une description, alors je ne vais pas vous le décrire vraiment, puisque moi-même, voilà, j'ai pas toutes les billes, loin de là, mais de ce qu'on a pu voir, le DLSS, grosso modo, comme j'ai expliqué, ils vont partir d'une image, vraiment une image assez énorme, par exemple une image en 16K, et ainsi, avec du machine learning, ils vont apprendre tout ce qu'ils doivent apprendre de cette image, et durant le jeu, vous allez avoir donc des images qui vont arriver en résolution Quad HD, qui vont arriver, et il va y avoir du machine learning en direct qui va être plugué dessus, en fonction du type de jeu, par exemple un RPG, ou un jeu de combat, ou un FPS, et en fonction de ça, il va choisir la bonne méthodologie pour constituer en 4K l'image à partir du Quad HD ou même du Full HD. Ça, c'est la technique Nvidia, c'est donc beaucoup de machine learning, beaucoup d'apprentissage en laboratoire, on peut dire quelque part, et ensuite injection en temps réel de ces algorithmes qui sont déduits du machine learning, de l'apprentissage qui a été fait en laboratoire côté DLSS, côté Nvidia. Côté AMD, c'est totalement différent parce qu'on parle de l'image en jeu classique, par exemple du Quad HD ou du Full HD. Il va y avoir des algorithmes qui vont être figés plus ou moins, qui vont travailler l'image, des algorithmes qui sont construits par AMD bien entendu, qui sont j'espère assez efficaces, et on va arriver à la fin à une image qui est doublée en l'occurrence ici, c'est-à-dire qu'on est parti du Quad HD pour arriver à du 5K. On verra l'efficacité. L'avantage énorme de AMD sur Nvidia, c'est que apparemment le Super Fidelity, Super Résolution Fidelity marcherait sur toutes les plateformes, c'est-à-dire smartphone,
tablettes, c'est-à-dire même les téléviseurs. Vous savez qu'on en parle maintenant des téléviseurs pour adapter les jeux en temps réel. Donc sur les téléviseurs, ils pourraient mettre le super résolution, ce qui permettrait de faire de l'upscaling vraiment intelligent. Si l'upscaling de AMD est supérieur au upscaling dit intelligent des processeurs des téléviseurs, et bien entendu ça va arriver aussi dans les PC et les consoles de jeux. Ça peut marcher sur n'importe quel CPU, n'importe quel GPU, ça peut utiliser d'ailleurs entre parenthèses la puissance de calcul des deux en même temps ou de l'un des deux comme on veut. Donc en termes de flexibilité, il n'y a pas photo comme on dit par rapport à Nvidia. Par contre, il n'y a pas de hardware dédié, puisqu'on peut aller partout avec ce super résolution Fidelity, sur des tablettes, sur des smartphones, donc il n'y a pas de hardware dédié. Contrairement à Nvidia, je vous rappelle, où cela ne fonctionne qu'avec des RTX, mais où il y a des tenseur core qui sont faits exprès justement pour ce machine learning et pour l'adaptation en temps réel sur les images, pour faire de l'upscaling intelligent sur les images qui viennent de vos jeux. Donc la différence est importante parce que peut-être que l'efficacité quand même de Nvidia restera supérieure sur ce mode-là, mais peut-être qu'effectivement le super résolution suffira pour embellir nos jeux en 4K. Et là, si c'est le cas, eh bien effectivement beaucoup de développeurs pourraient s'y intéresser et en particulier l'intégrer finalement dans leurs jeux. Et pourquoi pas des marques de téléviseurs comme LG, comme Samsung et j'en passe, ce qui ferait une belle promotion pour AMD, là où Nvidia pour l'instant s'implante, je vous rappelle, dans les moteurs de jeu, dans Unity et dans Unreal, et donc là AMD pourrait rattraper son retard. Nous verrons, je vous rappelle que c'est en juin que sort le Super Resolution Fidelity de AMD. Et maintenant, on va parler de montage PC, mais rassurez-vous, restez, même si vous vous intéressez pas au PC, c'est assez intéressant. Vous savez que je monte mon PC, donc j'ai fait déjà une première vidéo là-dessus. Alors je vous montrerai le résultat, il faudra que je le prenne en photo, etc., etc., mais ça va venir. Donc il tourne, la preuve, cette vidéo va être montée sur ce PC-là, sur le PC que j'ai monté. Mais j'ai fait, on va dire, j'ai fait un premier commentaire en disant c'est pas fait pour tout le monde. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, mais quand même, aujourd'hui c'est beaucoup plus simple qu'avant, ce qui est vrai. Par exemple, l'histoire des cavaliers, parce qu'on avait des disques master ou des disques slave, il fallait les définir avec des petits cavaliers. Et effectivement, ça c'est vrai. C'est quand même plus simple et plus aisé, mais ça reste compliqué lorsque vous avez un problème. Et problème, j'ai eu, bien entendu. Alors je vais d'abord parler de la pâte thermique, parce que là j'ai pas eu de problème, mais j'ai regardé beaucoup de vidéos. Lorsque j'ai monté mon PC, bien entendu, j'ai regardé un peu ce qui se proposait sur le net, sur YouTube. Il y a eu même des essais, vous savez, où on met une petite noix de pâte thermique au centre du CPU, puis ensuite on met une croix, et ensuite il y en a d'autres qui l'étalent avec une carte téléphonique, enfin plein d'essais différents. Et ensuite il y a des essais thermiques qui ont été faits par des youtubeurs pour montrer qu'il pouvait y avoir 2, 3, 5 degrés d'écart selon la méthodologie utilisée. Eh bien tout ça c'est faux pour moi, voilà, je vous le dis en toute honnêteté pour deux raisons essentielles. La première, c'est que les puces, elles sont au centre. C'est-à-dire quand vous avez un boîtier, les puces ne touchent pas le bord. Elles sont loin du bord. Elles sont généralement entre 1/5 et 1/4 du bord. C'est-à-dire que toutes les puces sont centrées au milieu. Donc si vous mettez une noix, les youtubeurs montrent que ça peut faire un rond, comme ça, vous voyez, un rond de pâte thermique et ça ne va pas jusqu'au bord. Ça n'est pas gênant, parce qu'au bord, il n'y a rien. Voilà, il n'y a pas en tout cas les puces sont au centre. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est important de comprendre ça. Ça veut dire que, grosso modo, ça ne sert à rien d'étaler parfaitement la pâte thermique partout, puisque, je vous répète, au bord, il n'y a pas de puces. Les puces sont centrées au milieu. Et donc, c'est là que le refroidissement doit se faire. Mais c'est pas ça le principal. Le principal, c'est que si vous mettez une noix correcte, c'est-à-dire ni trop peu, c'est ça le problème, je reconnais, ni trop, eh bien, ça va s'étaler parfaitement. Et j'en ai eu la preuve parce que j'ai dû démonter à un moment donné mon ventirad. Et bien oui, j'ai dû démonter mon ventirad. Et quand je l'ai enlevé, j'avais de la pâte partout alors que j'avais mis qu'une noix au milieu. Et pourquoi? Eh bien parce que déjà, quand vous posez le ventirad, vous allez faire comme ça 2 ou 3 petits tours comme ça, déjà donc ça va un peu l'étaler. Et surtout, parce que la chaleur va rendre plus fluide la pâte thermique qui va donc occuper les espaces libres, tout simplement. Elle va s'étaler naturellement à cause de la pression du ventirad sur le CPU. Donc ça sert strictement à rien de vous embêter à faire des croix, à faire des tours, à faire de l'étalage, n'importe quoi. Vous mettez une noix qui doit être un peu plus grosse qu'une lentille et un tout petit peu plus petite qu'un petit pois. Vous voyez, quand même quelques millimètres. Et ensuite, vous posez votre ventirad dessus, vous faites 2 ou 3 tours comme ça, vous serrez et c'est terminé. Et vous verrez, vous n'aurez aucun problème. Voilà, ça c'est mon conseil, n'hésitez pas à donner votre avis, votre expérience aussi, mais je pense que voilà, je suis plutôt dans la vérité de ce côté-là. Alors, on va passer au problème. Bah oui, parce que il y a des abonnés qui m'ont dit non, mais oui, quand même, c'est assez facile aujourd'hui. Il y en a même un qui m'a dit, bah franchement, pour un geek, tu sais pas bien faire. Si, je me suis renseigné, j'ai monté le PC, il n'y a pas de problème, il a démarré.
Sauf que c'est quand même, excusez-moi, c'est pas fait pour tout le monde. Je le répète, c'est pas fait pour tout le monde. La preuve, avec ma mémoire, j'avais eu quelques problèmes, rappelez-vous, avec ma HyperX Predator 3600 MHz qui ne s'affichait qu'à 2400 MHz. Donc je remercie les abonnés, c'est vrai que, voilà, je m'étais peut-être pas assez renseigné là-dessus. Donc je suis passé en XMP, enfin l'équivalent c'est DOCP sur les cartes Asus, mais c'est la même chose. En overclocking si vous préférez, et effectivement il y a deux lignes qui sont apparues, 3600 et 3000 MHz. J'ai mis 3600, pensez bien, hein, puisqu'elle était là, et bien le PC a planté. C'est-à-dire que ça rebootait, et ça a redémarré en mode sans échec, c'est-à-dire c'est revenu à 2400 MHz. Je suis passé à 3000 et là ça a fonctionné. Donc premier problème, ça ne fonctionne pas à 3600 MHz avec des HyperX Predator. Alors vous allez me dire, oui mais t'as peut-être pas fait tous les essais. Oh que si, je suis passé en manuel, j'ai fait différents essais à différentes tensions. Enfin bref, c'était l'horreur. Donc du coup, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai mis à jour le BIOS. Mais oui, parce que vous allez me dire, mais t'avais pas mis à jour le BIOS, le geek. Eh bien si, j'ai mis à jour le BIOS, bien entendu, de l'Asus, avec le dernier BIOS, et ça ne marche toujours pas. Entre parenthèses, je précise que cette mémoire, je suis allé voir le site de Asus, elle est compatible pour ma B550 Gaming Plus, la TUF en l'occurrence, elle était compatible 3600 MHz, ça ne marche pas. J'ai quand même donc pris une autre mémoire, c'est de la Crucial Ballistic 3600 MHz à nouveau. Je l'attends, je vais renvoyer l'autre. Alors quand ça marche bien, je suis d'accord avec vous, c'est assez facile à monter, il n'y a pas de problème. Quand ça commence à merder, excusez-moi le terme, comme c'est le cas, et bien là par contre, on rentre un peu dans les embrouilles. Voilà. Donc je vous tiendrai au courant de la suite avec ma Crucial, j'espère qu'elle marchera à 3600 MHz. Alors pourquoi 3600 MHz, vous allez me dire? Eh bien parce que l'avantage des Ryzen Zen 3 en l'occurrence, c'est qu'ils s'adaptent très bien apparemment avec les 3600 MHz qui serait la fréquence optimum pour les mémoires. Contrairement aux CPU Intel qui sont limités en mémoire actuellement, vous le savez, eh bien les Ryzen nouvelle génération profiteraient pleinement de cette vitesse de mémoire et seraient beaucoup plus efficaces encore, en particulier à 3600 MHz. Donc je vous tiendrai au courant pour la suite, et en tout cas je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la bande de nazes!